Excellent. Donc, partie 2 maintenant. Dans le fond, ça va être des questions ouvertes qu'on va juste donner nos opinions. Puis on va voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être très intéressant. Allons-y. Je suis prête. Excellent. Donc, quelle sera l'importance du microphone par rapport au clavier dans l'ère de l'intelligence artificielle? Le microphone. Ouais. Ben, ce qui va arriver, je pense, moi, c'est que les intelligences artificielles, on va pouvoir leur parler en temps réel, puis ils vont nous comprendre en temps réel. Surtout quand ils vont être capables de rouler directement sur les appareils qu'on a. Mm-hmm. Une fois que ça va être possible, une fois que par exemple, ChatGPT va être capable de voir mon écran, va être capable de bouger ma souris puis entrer des choses pour moi sur mon ordinateur. Si je suis capable de dire « écris-moi un paragraphe dans Word », il va être capable d'ouvrir Word, il va être capable d'écrire un paragraphe. Je vais pouvoir dire « ah non, rajoute un titre, ah j'aime pas vraiment ça, j'aimerais mieux avoir des plus grosses marges, j'aimerais avoir X, Y, Z ». D'après moi, ça va couvrir 80% des cas du clavier souris pour un utilisateur, pratiquement pour tout le monde. Moi, je vais aller même plus loin que ça. Je pense que ça va être peut-être un 99% des use cases. Simplement parce que c'est autour du langage. Right? Fait que ça fait en sorte, par le fait que tu es capable d'y parler, lui est capable de réagir. Donc, le clavier, peut-être un des arguments qui serait pourquoi on a encore besoin du clavier, ce serait pour éditer la réponse, éditer la question, réajuster un petit peu le modèle. Mais la réalité, selon moi, c'est que tu es insatisfait de ce qu'il a produit. Tu cliques comme sur le bouton d'insatisfaction, puis ensuite de ça, il va te sortir des nouvelles possibilités. Jusqu'à temps que, OK, elle est un petit peu plus vraie, clique sur elle, mais je suis quand même insatisfait, donne-moi-en d'autres, puis tu fais juste aller de plus en plus loin dans l'arbre de positionnement. Ouais, par micro, l'équivalent, ça serait dire ah non, réessaye. Mais tu sais, il va falloir implémenter un processus dans les systèmes d'exploitation où toute opération peut être réversible. Parce que les modèles font des erreurs. Donc, si je dis ouvre Word, écrit tel paragraphe, puis au lieu d'ouvrir Word, il ouvre une deuxième application qui s'appelle Word ou quelque chose comme ça. Ben, il faut dire non, tu as mal compris, je parlais de Word. Il faut que tu sois capable de récupérer. Donc, par rapport à ça, moi, une de mes visions, c'est que les systèmes d'exploitation vont carrément se faire remplacer par des Natural Speech UI. Là. Comme le film Her. Ouais, genre. Où est-ce que tu parles à un engin, puis ensuite, le monde autour de toi s'adapte. Hello, Samantha. Ça, c'était le nom de... Je sais pas, je pense que oui, pas ça. Bref, je vois vraiment les systèmes d'exploitation complètement se faire redessiner, mais autour des engins, des outils d'intelligence artificielle qui vont être capables de comprendre le contexte. Le contexte, ensuite de ça, eux vont être capables même de générer comme l'image. Tu sais, je veux dire, au bout de la ligne, ils sont déjà capables de générer une image. Ils seraient capables de générer l'image pour un écran spécifique en fonction de ton contexte que tu as décrit et même d'implémenter des fonctionnalités pendant que tu lui parles. Si toi, tu es le seul qui a le goût d'éditer comme un texte qu'il a fait, il va être capable de rajouter le bouton d'édition du texte juste parce que tu lui as demandé. Puis ensuite, quand je clique là, parce que les écrans touchscreen peuvent être encore relevant, ou tu fais un motion, il va faire OK, ben ça veut dire edit ça, donc nouvelle fonctionnalité qui vient de se faire. Fait que tu veux dire que l'écran elle-même serait plus comme du code hard-codé, ça serait plus des fenêtres puis des dossiers, des choses comme ça, mais le AI te montrerait quelque chose selon ce que tu lui demandes. Exactement, c'est ça. Moi, je ne veux pas aller aussi loin que toi, mais je pense qu'on est d'accord sur le fait que la voix, le microphone va devenir une des méthodes ou la méthode principale d'interaction avec un ordinateur. Oui, exact. Donc, tu sais, le premier outil, quand le premier ordinateur est sorti, a été le clavier et la souris. Mais je pense, moi, que ces outils-là vont disparaître et que ça va se faire remplacer par un micro. Mais en même temps, peux-tu t'imaginer parler à ton ordinateur toute la journée? Tu vas pas avoir mal à la voix à un moment donné? Une chose qui est sûre,
c'est que je me vois plus écrire avec mes doigts sur un clavier comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Puis même la souris, je me vois même plus l'utiliser. Je veux dire, OK, peut-être pour un gamer, ça va être encore important, mais autre que ça, dans les actions que je crée à tous les jours, pas vraiment. Fait que ça pourrait être une combinaison de eye tracking. Donc, on sait où tu regardes sur l'écran. Par on, je veux dire, le modèle. L'intelligence artificielle sait où tu regardes. Il entend ta voix si tu veux lui parler. Mais je pense, maintenant que j'y pense plus, que toujours parler à ton ordinateur, ça va devenir fatigant. Tu sais, admettons, pense au YouTube Short. Si tu regardes plusieurs YouTube Short, tu ne veux pas dire au téléphone « next, next ». Next. Mais tu n'utilises pas un clavier pour exact. faire le next. Tu utilises un motion sur ton ordi. Fait que je pense qu'on touch, eye tracking et microphone vont couvrir 80% des... 99%. Okay. Hey, question ouverte, right? On en profite. OK, deuxième maintenant. Quand utiliser ChatGPT ou Gemini au lieu d'un engin de recherche comme Google? Parfois, chercher sur Google, ce qui arrive, c'est que tu as plusieurs sites qui disent tous la même chose puis sont remplis de publicité. Fait que, par exemple, je veux une recette comment faire une crêpe. C'est simple. Puis l'information sur comment faire une crêpe est présente sur 10 000 sites sur Internet. Puis chaque site a sa publicité, essaie de te capturer. Puis des fois, ce que tu cherches, c'est pas nécessairement une recette spécifique, mais comme la recette standard pour une crêpe. Fait que je pense que ça, c'est un bon cas d'utilisation. Sinon, évidemment, des demandes où on veut écrire un paragraphe, écrire du code. Google ne peut pas faire ça. Google Search ne peut pas faire ça. Par contre, Gemini et ChatGPT sont excellents. Absolument. C'est une des choses qu'on s'est mis à faire, c'est qu'on a intégré Copilot dans les outils de développement. Fait qu'on est quand même, on est rendu au point où on fait juste définir la fonction qu'on veut créer. Il génère le code adapté à ton style à toi. Puis ensuite de ça, tu fais un bouton, accepte, push. C'est live dans genre bientôt. Fait que, quand utiliser Google au lieu de ChatGPT, la réponse, ça serait sûrement quand ChatGPT n'est pas capable de répondre comme il faut. Ça arrive. Effectivement. Si on regarde dans le comportement de Gemini actuellement, il va essayer d'y répondre au mieux que tu peux, mais tu as toujours l'option Ask Google Search. Il va être capable d'utiliser uniquement Google Search pour répondre aux questionnements. Donc, probablement les premiers sites qui ont été indexés ou quelque chose comme ça. Ça, c'est intéressant. C'est le fait qu'ils l'ont ajouté dans la même interface, ça va tranquillement remplacer le Google Search classique. Exactement, c'est ça. Moi, je te dirais, je veux dire, avant, il n'y a pas si longtemps, on parle peut-être de quelques mois, 6 mois, Google Search était probablement l'outil que j'utilisais le plus dans toute ma journée. Maintenant, on est rendu à peut-être, je vais y aller une fois ou deux, seulement poser une question à Google Search. Tout le reste du temps, je vais utiliser Gemini, qui est maintenant incorporé dans toute la suite de Google. Donc, pour moi, ça, c'est complètement en train de remplacer Google Search et je vois cet outil disparaître là, complètement. Le bon vieux Google.com disparaîtrait. Ouais. Ou Bing.com aussi, hein? D'après moi, c'est plus que quand tu vas aller sur Google.com, tu vas avoir Gemini. Probablement, oui. Je sais qu'aux États-Unis, c'est comme ça. Ah oui? Ouais. C'est juste au Canada, je pense que ça n'a pas été développé encore. I guess on est juste des late adopters. Je sais pas. Il doit y avoir une raison que j'ignore en ce moment. Quelles sont les meilleures et les pires utilisations de l'intelligence artificielle? On va se restreindre au domaine du LLM, là, le ChatGPT de ce monde et Gemini. Parfait. Les meilleures utilisations. Écrire du code, accélérer le code à travers Copilot. Écrire du code, ça va super bien. Ouais. Traduire des langues, c'est le top 10. Par exemple, moi, je suis en train d'apprendre une nouvelle langue. J'utilise une application qui est comme des petites cartes comme ça. La méthode traditionnelle d'apprendre une langue, c'était que
d'un côté, on a le mot en français, puis de l'autre côté, j'ai le mot, par exemple, en anglais. Fait que je prends ma carte. Moi, je parle français, puis admettons, je ne parle pas anglais. Je prends la carte, je vois le mot en français, puis je dois deviner ou je dois me rappeler c'est quoi le mot en anglais. Fait qu'admettons, je vois arbre, je dois dire tree. Puis là, je tourne la carte, puis je confirme est-ce que c'est ça qui est écrit ou non. Mais avec ces outils-là, maintenant, je pourrais générer avec ChatGPT 10 000 cartes comme ça, presque instantanément, puis ça me permettrait d'apprendre une nouvelle langue. Totalement. Fait que ça. Et même, tu serais capable ensuite d'y dire « Hey, imprime ces cartes-là parce que tu as ton imprimante de connecter. » Ça, c'est plus avancé, mais si on parle... si on a l'interface microphone, oui. Ouais, ça arrive rapidement. Toi, tu penses à certaines bonnes utilisations de ChatGPT? En fait, moi, ça va vraiment de manière aussi simple. Tu devrais l'utiliser pour absolument tout, mais de manière éthique uniquement. Donc, il n'y a pas de mauvaise ou de moins bonne manière de l'utiliser tant que tu l'utilises. Je veux dire, à travers ton utilisation, tu vas réaliser, OK, pour quel cas ça fonctionne bien, quel autre cas ça fonctionne moins bien. En général, si ça fonctionne moins bien, les chansons que tu n'as pas mis un contexte, tu as mal généré la phrase que tu as transmise à cet outil-là. Fait que je pense pas, tant que tu l'utilises, je pense pas qu'il y a de mauvaise manière de l'utiliser. Par contre, je veux dire, il va y avoir des questions éthiques qui vont survenir dans la société assez rapidement. Il y en a déjà quelques-unes sur Internet. Par contre, tant que tu l'utilises, je pense que autant toi que ton entreprise va pouvoir continuer à être utile dans le futur. Oui, absolument. Il y a un cas en particulier qu'on entend beaucoup parler. C'est souvent le cas numéro 1 qu'on mentionne l'utilisation de ChatGPT. C'est pour le support technique. Le support technique, on pose des questions sur un site web. Je pense que ce qui est arrivé avec le support technique, où, admettons, j'appelle mon fournisseur Internet parce qu'il y a un problème. La raison pourquoi des personnes comme moi détestent parler à des robots, c'est qu'on est habitué à travers plusieurs années que le robot n'est rien capable de faire. En fait. Il fait rien. Il faut toujours atteindre l'opérateur finalement pour que quelque chose se produise. Fait qu'on voit le robot seulement comme un obstacle dans la résolution de nos problèmes. Puis peut-être qu'avec le temps, ça va changer. Mais c'est important justement que nos agents aient le pouvoir de prendre action. C'est pas juste du monde qui te donne des conseils. Si on utilise ces robots-là pour le support technique, il faut qu'ils soient capables réellement, par exemple à travers l'API, de prendre des actions pour l'utilisateur. Totalement. Je suis d'accord avec toi. Prochaine question. Qu'est-ce qu'une hallucination et comment s'y protéger? Une hallucination, c'est assez dangereux, en particulier quand on ne connaît pas le domaine pour lequel on a posé une question. Donc, par exemple... Mais attends, qu'est-ce qu'une hallucination d'abord? Je pense que c'est important que les gens y comprennent. C'est une information qui est fausse, qui est inventée. C'est comme un rêve. C'est une information qui sonne vraie, mais complètement inventée. Je vais donner un exemple, ça va devenir plus clair. Puis aussi, ça va montrer le danger. Par exemple, pour revenir aux éléphants, moi, je connais rien des éléphants. Je sais de quoi ils ont l'air, puis ils sont gros, puis ils vivent en Afrique, puis en Asie, mais je ne sais pas plus que ça. Mais admettons, je demande à ChatGPT, les éléphants, est-ce qu'on peut les utiliser comme des montures? Est-ce qu'on peut les utiliser pour se promener? Puis, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Mais là, ChatGPT, lui, pourrait partir puis me dire « Oui, c'est absolument vrai, c'est utilisé dans tel pays couramment. Tout le monde a son éléphant pour se promener dans la rue, puis c'est le moyen de transport le plus commun. » Puis moi, si j'ai aucune idée de ce concept-là d'éléphant ou non, la manière que ces modèles-là nous parlent, ça a l'air... Ils parlent comme s'ils savaient la réponse. Comme s'ils étaient convaincus eux-mêmes de ce qu'ils disaient. Donc, on n'a pas de doute sur ce qu'ils nous disent. Donc, ça serait facile pour moi de commencer à croire quelque chose qui est absolument inventé. Totalement. Tu sais, par exemple, peut-être tu peux monter le mont Everest sur le dos d'un éléphant.
Mais dans sa réalité, oui, tu lui demandes de créer une image d'un éléphant qui monte le mont Everest, comme il va te générer. Parce que pour lui, c'est une possibilité dans sa réalité. Donc, il y a une autre chose qui se produit, c'est ça se produit de moins en moins à mesure que les intelligences artificielles deviennent plus sophistiquées. Mais j'ai demandé à des systèmes moins avancés quel était le nom du plus gros pont à Montréal ou quelque chose comme ça. Puis souvent, j'obtenais le nom d'un pont qui était à Québec ou à Trois-Rivières. Mais ça se produit de moins en moins. Mais c'est des situations qui se produisent. Puis la manière que l'intelligence artificielle va répondre, c'est complètement... si tu ne fais pas attention, tu pourrais facilement le croire. Par exemple, ça va être ce pont-là. Ah oui, c'est le plus gros pont de Montréal. Il a été construit en 1973 pour X dollars par tel premier ministre. Puis il va faire tout un contexte, toute une histoire autour du pont qui est absolument complètement inventé. Exact. Entre autres parce qu'il n'y a pas eu les données de qualité liées à ce fait-là, dans le fond, sur la construction du pont. S'il n'y a pas les données, il ne peut pas y référer. Conséquemment, il va halluciner. Exactement. Donc, il va sortir une réponse qui, lui, pense qui est vraie selon les données qu'il a réussi à avoir. Exactement. Donc, c'est un peu la faiblesse. D'une autre manière de le présenter, c'est que ces systèmes-là, ils ont de la difficulté à admettre qu'ils ne savent pas. Il faudrait parfois qu'ils admettent « je le sais pas ». Mais au lieu de dire « je le sais pas », ils vont décider d'halluciner quelque chose. C'est comme ça qu'on les a créés. All right, dernière question. Je pense qu'il reste 5 minutes. Quelle est l'importance de l'intelligence artificielle pour rester compétitif? Je ne sais même pas si c'est une question qui se pose rendu là. C'est sans prédiction de la demande, combien de temps tu vas pouvoir compétitionner dans ton marché. Sans intelligence artificielle, tu ne pourras pas générer de contenu à la même vitesse que les autres. Tu ne pourras pas... Les compétiteurs de ton entreprise vont accumuler les données sur toutes leurs opérations, vont la mettre dans une intelligence artificielle, obtenir des recommandations pour la prise de décision de haute qualité. Si une entreprise ne fait pas ça, ses chances de pouvoir compétitionner sont minces. Effectivement. Donc, c'est vraiment, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que tu vas avoir les entreprises qui vont utiliser l'intelligence artificielle, puis tu vas avoir celles qui ne l'utilisent pas. Et le gain est tellement massif quand tu te mets à incorporer ces outils-là que tu vas réellement prendre énormément d'avance sur ceux qui ne l'utilisent pas. Par contre, les entreprises qui se mettent à implémenter ces modèles-là dans leur opération, au bout de la ligne, vont sensiblement toutes faire la même chose indirectement. Donc, tu vas avoir l'avantage que tu utilises une voiture X ou une voiture Y, tu vas te rendre du point A au point B sans problème. Par contre, quelqu'un qui n'utilise pas de voiture versus quelqu'un qui utilise une voiture, c'est massif la différence. Je vais avoir le temps de faire Montréal-Vancouver par le temps que tu vas faire comme Montréal-Toronto ou Montréal-Québec à pied. Je veux dire, la différence est trop massive pour l'ignorer. Donc, le but, c'est simplement, pour rester compétitif, attarde-toi à comprendre ces modèles-là, commence à les utiliser et, je veux dire, explore. Super important. J'irais même plus loin que ça, puis je dirais l'intelligence artificielle, c'est pas comme, on parle de ChatGPT, les Large Language Models, c'est pas comme l'invention de la voiture, c'est plus que ça. C'est plus comme l'invention de la roue. Puis on est dans une situation... Tu n'utilises pas de roue, c'est sûr que tu ne pourras pas compétitionner contre les autres villages qui ont des roues qui sont capables de transporter leurs marchandises 100 fois plus efficacement. Mais c'est aussi que c'est une pièce de construction qui permet de construire d'autres systèmes, comme des voitures, comme des brouettes, des vélos. Donc, on est dans une époque en ce moment où la première chose, comme tu as mentionné, c'est d'utiliser ces outils-là, absolument. La deuxième chose, c'est d'être créatif. Comment je peux utiliser ce produit-là pour m'aider à résoudre mes problèmes? Ou qu'est-ce que ça me permet de débloquer? Bien dit, j'aime ça.
Donc, un gros merci. Stay tuned.